Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bienvenue à tous. Le chef de l'État ivoirien a reçu aujourd'hui le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Il a fait un point au président Alassane Ouattara concernant notamment l'augmentation souhaitée du capital de la banque pour plus de possibilités d'investissement dans des domaines comme les infrastructures, l'agriculture, les logements sociaux ou encore la santé. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rencontré ce mardi les ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Une séance de travail qui a porté principalement sur la crise en Ukraine. 4 villages du nord de la Côte d'Ivoire sont répertoriés comme zones exposées aux difficultés d'alimentation de qualité. Grâce au projet d'appui à l'agriculture, à la nutrition et au développement des capacités des petits producteurs, des activités maraîchères ont été initiées en faveur des femmes. Et puis le Mardi Gras célébré aujourd'hui 1er mars, cette fête religieuse annonce le mercredi des cendres et donc le carême chrétien. La communauté religieuse de la RTI a sacrifié à la tradition et pour les tout-petits c'est un moment de réjouissance, vous allez le voir tout à l'heure en images. Bonsoir à tous, bienvenue. Un nouveau décret de nomination a été signé ce mardi, 1er mars, par le chef de l'État. Le secrétaire général de la présidence nous en donne lecture. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Le premier responsable de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Comment se porte l'institution financière créée en 1973? Quels sont les secteurs clés dans lesquels la BOAD envisage d'investir? Viviane Aïman nous propose le point des échanges. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Écué, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de 3 ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement, et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par des interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. Sur la scène politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a tenu hier lundi son premier conseil politique 2022. Il a été principalement question de la réorganisation des instances dirigeantes. Jérôme Kofi Abola.
Historique, la date du 28 février 2022 au regard de l'événement à vivre ce jour. Il s'agit en fait de la réunion du Conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pour présider la cérémonie en sa qualité de numéro 1 du parti, le président de la République, Alassane Ouattara, fait une entrée triomphale dans la salle de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire, préparée à cet effet. Il est environ 17 heures. Le chef de l'État s'impose un tour d'honneur rendu nécessaire, histoire de galvaniser les membres du conseil politique du RHDP, venus nombreux pour la circonstance. Au moment où il prend la parole pour donner des orientations sur la restructuration du parti, objet de cette réunion, le président de la République, dans un premier temps, s'assure et rassure quant aux bons résultats déjà réalisés et qui font incontestablement du RHDP le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à vous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques, éprises de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Toutefois, concernant la restructuration du parti en tant que tel, le président Alassane Ouattara précise, entre autres, que le temps est venu de combler au niveau de la présidence du directoire du RHDP, le vide occasionné par la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La première chose que je voudrais proposer au Conseil politique est la réactivation du directoire, qui sera désormais un organe chargé de conseiller le président du parti sur les grands choix stratégiques et de s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions. En deuxième lieu, nous avons décidé de la dissolution de la direction exécutive, qui sera remplacée par un secrétariat exécutif avec à sa tête un secrétaire exécutif assisté de plusieurs secrétaires exécutifs adjoints. En troisième lieu, je voudrais annoncer que la mission immédiate du directoire et du secrétariat exécutif est d'initier sans délai la restructuration en profondeur des structures décentralisées du parti. Le quatrième point concerne le problème du financement. Donc je demande au directoire et au secrétariat exécutif de proposer dans les meilleurs délais un dispositif efficace pour une participation des cadres au financement du parti. En cinquième point, je voudrais dire qu'il est important de poursuivre la dynamisation du parti à travers l'élaboration et la mise à disposition de cartes d'adhésion, ainsi que la promotion des jeunes et des femmes au sein des instances du parti. Et aussi, nous devons travailler à la bonne formation politique de nos militants. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair. Il faut, vaille que vaille, consolider les acquis par l'amélioration des performances afin de toujours assurer la grande marche du RHDP vers plus de victoires.
Le directoire du RHDP voit donc ses attributions renforcées avec à sa tête un nouveau président en la personne de Gilbert Koné-Kafana. Quant à la direction exécutive, elle laisse place désormais à un secrétariat exécutif dirigé par Adama Bictogo. Plus de détails avec Mère Traoré. Gilbert Koné-Kafana, fraîchement nommé ministre d'État auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, actuel maire de la commune de Yopougon et fidèle compagnon politique du chef de l'État depuis l'opposition. C'est à lui qu'il revient désormais de présider le directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, un poste resté vacant depuis le 8 juillet 2020, date du décès de son prédécesseur, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Distingués membres du Conseil politique, à la lumière de ces défis et perspectives, je voudrais lancer un vibrant appel aux militants afin que nous puissions les embrasser tous ensemble. C'est en effet à travers un engagement collectif que nous pourrons œuvrer pour la consolidation des acquis et la construction d'une résilience toujours plus forte face à tous les aléas, y compris les plus malveillants qui voudraient mettre en péril le navire ivoire. La nomination de Gilbert Koné-Kafana à la tête du directoire du RHDP résulte des recommandations formulées à l'issue des travaux de restructuration du parti engagés ces derniers mois. Restructuration qui a acté la dissolution de la direction exécutive du parti en lieu et place d'un secrétariat exécutif, une entité qui sera dirigée par Adama Bictogo. Sa mission sera d'exécuter les décisions stratégiques arrêtées par le directoire du parti. C'est donc pour nous aujourd'hui un renouvellement de confiance qui, à n'en point douter, nous engage encore plus. Je voudrais donc, au nom de ce secrétariat exécutif, vous assurer de notre engagement, qui ne fera jamais défaut et qui n'a jamais fait défaut. Vous assurer de notre abnégation, parce que nous savons ce que vous représentez pour le RHDP, mais ce que vous représentez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour épauler Adama Bictogo, 4 secrétariats exécutifs adjoints et 27 secrétariats nationaux spécialisés ont été créés. Tous ont reçu une consigne ferme du président du parti, celle de maintenir la proximité avec la base militante. Et nous vous proposons maintenant quelques réactions de membres du Conseil politique, aussitôt après cette rencontre stratégique. Dans un environnement qui va être très compétitif, avec la présence de tous les grands dinosaures de la politique sur l'échiquier national, être en charge de piloter la stratégie électorale au niveau du directoire à un niveau plus élevé montre que nous avons des défis à relever. Depuis les dernières élections, il y avait eu comme une sorte de silence, mais ça a d'ailleurs troublé quelques militants, mais les gens étaient en train de réfléchir. Donc je pense que vraiment, nous sommes au comble de la joie et nous pensons que les choses vont aller un peu plus, avec un peu plus de vigueur. Ça a été un travail de longue haleine et aujourd'hui, c'est les résultats qu'on vient de nous donner. On ne peut qu'être heureux. Tout ce qui a été fait est bien fait. Notre chef nous a donné les orientations, les indications et les instructions. Nous allons suivre les instructions pour renforcer encore les acquis et faire du RHDP un parti national, un parti grand qui va gagner toutes les batailles. Vous savez, la base attend beaucoup de là-haut. Et je pense que les structures actuelles devront travailler à rassembler la base, faire en sorte qu'il y ait une seule personne, que le parti fonctionne comme une seule personne. Et je fais confiance à cette nouvelle structure qui a été mise en place. Merci au président de la République pour son leadership, parce que chaque fois que nous avons un de nouveaux départs, le président sait à quel point il est préférable et important de remettre en question les choses et de repartir à nouveau. Nous devons d'être organisés pour être prêts, pour répondre aux défis des Ivoiriens et puis être prêts aussi pour les prochaines échéances. Le RHDP a mis la barre si haut que nous devons continuer sur cette lancée
continuer avec ce même niveau d'engagement pour donc tenir avec beaucoup de savoir-faire ce navire ivoire. C'est donc l'heure de la mobilisation qui vient de sonner et je pense que le président de la République et le président du parti, en redistribuant ces cartes, permet de remobiliser et de permettre que nous sortions habituellement des restructurations qui se font par rapport à des élections. Or là, c'est une restructuration, une réorganisation qui permet au parti de s'enraciner véritablement et d'affronter les prochaines échéances. On change de tableau. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rencontré ce mardi les ambassadeurs de l'Union européenne, une rencontre élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et également de la Grande-Bretagne. Une séance de travail qui a porté principalement sur la crise en Ukraine avec les questions démographiques qu'elle engendre pour toute l'Europe. Michel Digré. La crise en Ukraine au cœur d'une séance de travail entre la ministre des Affaires étrangères et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Kandia Camara a livré une information importante aux ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions marquant son accord pour le vote positif de la Côte d'Ivoire aux différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. La ministre a sollicité ensuite ses interlocuteurs pour une assistance marquée aux Ivoiriens vivant en Ukraine. Elle a souhaité une facilitation de leur sortie, notamment aux frontières. Que tous ceux qui fuient les affres de la guerre soient logés à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés. Les ambassadeurs ont remercié la Côte d'Ivoire pour son vote positif lors du Conseil des droits de l'homme de Genève, marquant ainsi son appui à l'Union européenne. Ils ont rassuré la ministre d'État sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander l'asile au cas échéant. Sur le théâtre des affrontements, une frappe russe a visé ce mardi la tour de télévision de Kiev. 5 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. La diffusion des chaînes a été interrompue. Elles ne vont pas fonctionner pendant un certain temps, même si des systèmes de secours vont tout de même permettre à certaines télévisions de rétablir leur diffusion très vite, selon les autorités locales. Ici, en Côte d'Ivoire, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, échange avec les organisations de la société civile. Le parti souhaite compter sur les propositions de la société civile afin de mieux élaborer son plan d'activité politique. Ces journées de réflexion vont se tenir sur 3 semaines. Moussa Konaté. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, souhaite la contribution de la société civile pour l'élaboration de son plan d'action. C'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre le secrétariat général du parti et des groupements de la société civile. Rencontre dénommée Journée de réflexion PPACI et société civile ivoirienne. Donc ces journées de réflexion, un temps d'échange où il sera question, en un premier temps, de dégager des stratégies pour consolider les liens entre les organisations de la société civile. En un second temps, nous allons tenter de lever totalement ou tout au moins partiellement la barrière créée par le complexe d'inféodation de la société civile aux partis politiques d'opposition. Pourtant, nous sommes tous dans la défense des intérêts de la population. Et nous allons mettre en place un système garantissant une synergie d'action entre la société civile ivoirienne et le PPACI. Donc créer un cadre légal de collaboration entre ces deux entités. La société civile demeure un partenaire privilégié et une force de proposition. Selon le secrétaire général du PPACI, la collaboration avec les organisations de la société civile est donc attendue. Organisez-vous pour être des partenaires fiables, parce que le PPACI est un parti fiable. Nous espérons avoir des résolutions qui puissent être la matrice, qui puissent fonder nos rapports. Parce qu'il faut que nos rapports soient des rapports sains.
pour que, ensemble, nous allions vers cette nouvelle Côte d'Ivoire. S'unir et agir pour le peuple, c'est le thème de ces journées de réflexion PPACI, Société civile ivoirienne. Les travaux vont se tenir sur 3 semaines. La collaboration inter-États au niveau des différentes politiques agricoles, une thématique sur laquelle 3 membres du gouvernement ivoirien ont échangé avec leurs homologues français lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Les préoccupations du secteur agricole ivoirien, notamment les questions de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en intrants agricoles ou encore de déforestation, ont meublé ces rencontres. Le dossier économie de ce 20h nous conduit dans la Côte d'Ivoire profonde, précisément dans des villages des régions de la Bagoué et du Poro. Ces villages font partie des 49 répertoriés comme exposés aux difficultés d'alimentation de qualité. Un projet d'appui à l'agriculture se propose alors de solutionner le problème. Des activités maraîchères ont été initiées en faveur des femmes regroupées en 52 coopératives. Comment ont-elles réussi à améliorer à la fois la sécurité alimentaire de leur famille et augmenter leurs propres revenus? C'est ce que Lanciné Bakayoko nous propose de découvrir dans le dossier EcoPlus. Kwafonon, village de la sous-préfecture de Koldia, dans le nord de la Côte d'Ivoire, revient de loin. Précarité, mais surtout malnutrition, ont longtemps été des défis dans ce village à cause de son sol asséché, peu favorable aux cultures vivrières. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée grâce à ces femmes regroupées au sein de la coopérative Bekitana, heureuses bénéficiaires d'un projet de ferme villageoise initié par la Banque mondiale. Tout le monde dans le jardin. Soyez courageux, prenez du courage. Sur la parcelle, la tomate est reine, mais les autres légumes comme l'oignon et la carotte figurent en bonne place. À Kwafonon, ce potager d'une demi-dizaine d'hectares a changé la vie. Avant, la maladie était trop chez nous ici. Une semaine, on doit avoir 3 personnes à l'hôpital pour rien de sang. Mais maintenant, là, depuis qu'on a commencé à faire le jardin, il n'y a pas de problème. On est en bonne santé. Ces coopératives bénéficient de l'encadrement des techniciens agricoles. Comme c'est la carotte naturelle, c'est bio. Tu coupes en haut ici et puis tu conserves dans l'eau. Tu peux vendre pendant longtemps et tu peux manger pendant longtemps à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes, tu enlèves tout comme ça, c'est pas bon. Là, il faut conserver soit au frigo, sinon ça risque de se gâter. Non loin de là, un site est aménagé pour la fabrication du compost qui sert d'engrais naturel. Engrais chimique, là, on a laissé. Nous, on travaille maintenant avec compost. C'est ça qu'on a fermé ici. À Séléo, village situé sur la route de Kani, l'accent est mis sur le chou. Chaque femme dispose d'un nombre déterminé de planches qu'elle entretient. Arrosoir, seau, bottes, râteau, brouette, pelle, semences, tous ces matériels sont mis à disposition en vue de permettre aux paysannes de porter leurs activités sur une plus grande échelle. Des formations pratiques aussi. On a encadré les femmes, toute l'itinéraire technique, culturel de ces spéculations. On a encadré les femmes sur les activités post-récolte. Nous sommes allés au-delà de l'itinéraire technique pour apprendre aux femmes comment gérer les emballages vides des produits, comment gérer les restes des produits. Mais comme partout dans la Bagoué et le Poro, la grande problématique est la disponibilité de l'eau pour arroser les plants. Certes, il existe un système d'irrigation à partir de forages, mais ce système fonctionne avec un groupe électrogène alimenté par du carburant. Un véritable problème pour les agricultrices. Toujours, il faut chercher l'argent, on va mettre essence dans le moteur, sinon on ne trouve pas l'eau. Si les moyens permettaient ou s'il y a une poursuite des activités de ce projet, c'est de procéder au changement de la source d'énergie en des panneaux photovoltaïques, de sorte à ce que cette pénibilité au niveau de l'achat du carburant soit jugulée. Dorcas Soro est la présidente du groupement Kérénimé de Komboro-Dougou, une sous-préfecture du grand département de Korogo. Les débuts n'ont pas du tout été faciles.
Mais aujourd'hui, la coopérative récolte les fruits de sa détermination. Nous avons commencé ce projet. Nous étions 7 personnes. Nous-mêmes là, on n'arrive même pas à s'occuper de nous-mêmes à la maison. Il n'y a rien à manger. On ne sait même pas où on s'en va. C'est pourquoi nous les 7, on est venus se réfugier vers ici pour pouvoir avoir au moins ça, quelque chose à manger. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment contents. À Komboro-Dougou, on a des aubergines, des courgettes, de la carotte. Cependant, c'est la patate douce hachée orange qui fait la différence. Une variété de tubercules très prisée par les populations. À 25 km de la capitale du Poro, Madiné, les femmes ne chôment pas. Quand tu fais ça là, toujours il y a un peu d'argent chez toi. Quand tu fais ta sauce aussi, tu ne vas plus chercher quelque chose chez quelqu'un. Toi-même, tu vas préparer comme ça, tu ne vas plus le dire de donner l'argent encore. En dehors de la satisfaction des besoins alimentaires des ménages, le maraîchage procure aux femmes du Nord des revenus monétaires plus ou moins réguliers, mais le système de commercialisation devrait être mieux structuré. Nous sommes allés en fait au fin en croisant en fait des grands commerçants à venir directement sur les sites. Au lieu qu'ils se déplacent, nous venons sur les sites avec les marchands, faire des contacts avec nos bénéficiaires. Si vous voyez, on leur a donné des tricycles et des cajots et des balances. Quand ils font la récolte, ils font des pesées et c'est facile pour le marchand d'acquérir sa marchandise et de partir. Cet après-midi à Madiné, petite réunion autour du chef intérimaire. On échange de tout, mais la question des fermes villageoises occupe une bonne place. Maintenant, avec ce projet, elles sont devenues autonomes. Et finalement, elles nous viennent en aide. Le fruit de leur labeur là, fait qu'elles-mêmes elles arrivent à scolariser les enfants. Quand bien même nous qui sommes des hommes, elles nous aident un peu, mais elles participent maintenant aux dépenses du foyer. Ce projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est porté par la Banque mondiale. À l'heure du bilan, un énorme impact sur le monde rural. La production a augmenté de 300%. C'est un résultat vraiment impressionnant parce que, à travers la production, les femmes arrivent maintenant à consommer beaucoup plus d'aliments qui sont riches en nutriments et à commercialiser le surplus de leur production. C'est près de 1,5 milliard qui a été orienté vers ce projet. Ce projet qui prend en compte 52 coopératives dans 49 villages. Autonomisation des femmes, les fermes villageoises, un modèle de réussite. C'est le dossier EcoPlus de ce soir, signé Lanciné Bakayoko. Et nous quittons le nord de la Côte d'Ivoire pour la commune de Yopougon, où là aussi, l'agriculture vient permettre à une frange vulnérable de la population de se prendre en charge. Une école de formation dans les métiers de l'agriculture hors sol vient outiller les jeunes. Ils sont formés à la pratique d'une agriculture qui respecte les normes biologiques sans l'usage de produits nuisibles à la santé. Théodore Zouzou et Godefroy Kambawa. Du matériel agricole, un chèque et une attestation remis à chacun des 30 jeunes qui viennent de finir leur formation au site école de Diopodoumé, 6 au kilomètre 17 dans la commune de Yopougon. Il constitue la deuxième vague des apprenants de l'école de formation en agriculture urbaine ou hors sol et biologique. Il y a un BTS en agriculture, j'ai postulé, heureusement j'ai été sélectionné. Nous sommes très heureux parce qu'après la formation, nous faisons du hors sol aussi dalle. S'il y a des structures qui veulent signer des partenariats avec nous, il faudrait qu'on ait des documents pour présenter afin qu'ils soient rassurés. Avec ce chèque que nous avons reçu de 1 997 000, voilà, nous allons étendre notre production. Il s'agit d'un projet d'insertion professionnelle de jeunes âgés de 14 à 40 ans, déscolarisés ou diplômés sans emploi, piloté par la plateforme de services de la mairie de Yopougon. Une formation jugée d'intérêt par l'ONG Action contre la faim, le partenaire financier. La jeunesse est très représentée dans la population ivoirienne et elle a des besoins spécifiques. Donc c'était de voir comment on pouvait s'atteler à soutenir ce qui existait. Et il y a le côté agriculture durable, puisque ce dispositif permet aux jeunes d'acquérir un bagage technique autour d'une agriculture sans produits phytosanitaires chimiques qui peuvent à terme être
mauvais pour la santé et l'environnement. Les bénéficiaires de la troisième vague du projet intégrant l'école sont baptisés par le président du comité local d'insertion des jeunes, Issoufou Koulibaly, représentant le maire Gilbert Kone-Kafana. C'est un secteur promoteur qui a de l'avenir et le marché existe. Nous ne pouvons qu'encourager ces jeunes au niveau du conseil municipal Axatel Ministre Kafana pour que ce secteur qu'ils viennent d'embrasser puisse vraiment y réussir. L'autonomisation des jeunes est vraiment une préoccupation pour nous. Le projet vise à accompagner les jeunes demandeurs d'emploi à devenir des agriculteurs pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ce sont 90 jeunes de Yopougon qui seront installés en tant qu'exploitants agricoles au terme de cette troisième phase. Nous vous proposons maintenant le point du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle sur la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. « 17 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui, 76 personnes déclarées guéries et un décès. 729 cas restent encore actifs sur le territoire ivoirien et 10 228 259 doses de vaccins ont été administrées. Gestion des déchets, assainissement du cadre de vie, de nouveaux textes vont bientôt réglementer le secteur. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le bilan des 10 mois qu'il totalise à la tête de ce département ministériel. Grâce Kando. La réglementation du secteur de l'assainissement et celui de l'hygiène et de la salubrité au cœur de 3 jours de travaux initiés par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il s'est agi de réfléchir sur les nouveaux codes relatifs aux 2 secteurs cités. Ces 2 instruments nous donneront les moyens d'action pour amener nos compatriotes à faire leur part du travail d'amélioration et de maintien d'un cadre de vie propre et sain. En effet, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. En ce qui concerne la salubrité, le gouvernement a adopté une politique de gestion rationnelle des ordures ménagères. Ainsi, dans le Grand Abidjan et dans certaines grandes villes de l'intérieur, des conventions de délégation des services publics de salubrité sont en cours d'exécution. Cette politique va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, une stratégie de valorisation des déchets et de promotion de l'économie circulaire a été adoptée. Ces 2 projets seront présentés au gouvernement au second semestre. 10 mois que Bouaké Fofana a pris les rênes du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Au regard des investissements réalisés dans le secteur des déchets, le ministre Bouaké Fofana invite les populations à s'approprier les gestes éco-citoyens, cela autour du thème « En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine ». Ce thème invite à un engagement de tous, autorités centrales, collectivités territoriales, société civile, chefs coutumiers et religieux, secteur privé et population, à mettre en œuvre des actions concrètes de propreté pour améliorer notre cadre de vie. Le gouvernement a fourni de gros efforts budgétaires. Il a engagé un programme de latrinisation sur l'ensemble du territoire. Il a mobilisé ses partenaires techniques et financiers autour des défis de l'assainissement et de la salubrité. Tous ces efforts seront malheureusement vains si nous ne changeons pas de comportement. Nous devons être les premiers concernés par la qualité de notre cadre de vie. Cette rencontre bilan a été précédée d'un atelier qui a vu l'élaboration d'un plan stratégique et organisationnel du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous sommes aujourd'hui mardi et c'est le Mardi Gras, une célébration religieuse qui précède le carême chrétien. Mais pour les tout-petits, cette date a un tout autre sens. C'est un événement préparé pendant des mois où l'on se déguise, où l'on campe un rôle d'adulte. Le fin mot reste tout de même le plaisir partagé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a partagé cette année ses moments de bonheur avec les enfants du Centre de protection de la petite enfance d'Anono. Khalid Diomondé et Eugène Atoubé. Un mardi gras que les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance du village d'Anono garderont longtemps en souvenir. Leur fête a été rehaussée de la présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je me
me suis bien amusée. La fête était très belle. Je suis contente de voir la ministre. Nassemeba Touré, invité spécial, est accueilli comme l'exige la coutume et le rituel des grandes cérémonies en pays oué et dan. La culture de ces deux peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire est l'accent sur lequel le CPPE du village d'Anono a placé ses festivités. Tout le plaisir de la ministre Nassemeba de vivre et partager avec les tout-petits ce moment de bonheur. Ils ont décidé d'aller à la découverte de la culture dan et oué. C'est une belle initiative qui va dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. De l'autre côté d'Anono, après la traversée de la lagune ébriée, Koumassi remblait. Du portail de leur établissement jusque dans plusieurs rues du quartier, les tout-petits étaient en attraction dans leur déguisement. Dans une ambiance toujours festive, les tout-petits regagnent leur école ou dans leurs classes respectives, ils prennent une pause, le temps qu'une collation leur soit servie. Le mardi gras, c'est un grand jour pour nos frères chrétiens, fêter en communion avant de rentrer dans le temps de carême. Mardi gras, moment de joie et de bonheur des tout-petits. Mardi gras, moment aussi qui conduit au carême des chrétiens catholiques dès la prise de cendre ce mercredi. Voilà pour ce 20h. Retrouvez dans quelques minutes le débat. Il porte ce soir sur les enjeux de la flambée des prix. Très bonne fin de soirée à tous.